l'antisémitisme, un meurtre intime. Alors quand Edith m'a chargé d'animer, de vous présenter, je me suis dit l'antisémitisme encore. Et j'avoue que j'avais des réserves en disant on reparler de l'antisémitisme, comme si on n'avait pas déjà assez discuté de ça. Je me suis quand même plongé dans le livre et puis je n'ai pas décroché de ce livre. Je suis resté vraiment très accroché à sa lecture. Je trouve que c'est un livre passionnant qui attaque le problème sur des facettes très diverses, dont une notamment, plus spécifiquement, ça a été bien sûr aussi traité, mais là c'est beaucoup plus approfondi. Au cours de la deuxième partie du titre de ce livre, le meurtre intime, cette dimension. Alors, quelques mots sur Brigitte Stora, donc, qui est docteur en psychanalyse. Je ne savais pas que ça existait encore. Je croyais que ça avait disparu de l'université. Bon, c'est encore. À part voilà. Parce que moi je connaissais à l'époque de Laplante et tout ça, où ça avait une place considérable, et petit à petit ça a été laminé. Et quand vous êtes spécialiste, journaliste, je ne sais pas exactement quelque chose, je sais que vous me direz, vous êtes chanteuse, vous écoutez sur le site, voilà, chanteuse de la chanson française plutôt. Voilà. Bon, ça fait peut-être pas partie du sujet, mais on va voir. Voilà, et vous avez écrit auparavant un autre ouvrage que sont mes amis revenus, donc au cours des attentats de Charlie Hebdo et des Cacher, où vous soulevez la question de que sont nos amis de gauche devenus, quel bien, comment je n'ai pas vu celui-là, je vous dis en gros ce que je dis. Donc, il a été altéré, et on voit que maintenant, ça est une actualité brûlante au moment où ces élections se préparent. On est tous en train de devant des difficultés considérables. Voilà en quelques mots donc là-dessus, alors sur ce livre. Vous faites, je vais parler, je vais vous laisser parler, je vais vous interroger tout de suite sur cette deuxième terme de tout à l'heure, l'antisémitisme. Bien sûr, au passage, vous décortiquez le mot aussi, c'est-à-dire en discutant d'abord du fait que cette notion d'antisémitisme, il a été apparu à la fin du XIXe siècle par un certain Marx, comme ça. Mais qui au fond s'avère alors donc qui a permis à beaucoup de distinguer ce nouvel antisémitisme de la fin du XIXe siècle de ce qui s'était avant, l'antijudaïsme, etc. De distinguer aussi ce qui est devenu maintenant autour de ce qu'on appelle la judéophobie. Et vous essayez d'en faire un tout, en fait, pour montrer que toutes ces opérations cachent en fait quelque chose qui est une sorte de qualité absolue du rapport aux Juifs et qui remonte à la naissance du christianisme, c'est clair. Voilà. À la naissance du christianisme avec ce qui s'est constitué dès le départ à partir du refus du juif d'accepter, de reconnaître le Christ en tant qu'il est le rédempteur, le personnage messianique, etc. Ça a constitué une sorte de contrariété, puisque ça remettait beaucoup en cause tous les fondements du christianisme, on va en parler. Et voilà. Donc voilà sur l'antisémitisme et l'antijudaïsme qui a ses origines dans ce qu'on appelle l'antijudaïsme. La deuxième partie donc, du titre, le meurtre intime, peut-être qu'on va commencer par le commencement et vous interroger sur ce titre. Voilà, après on en parlera un peu plus. Alors merci vraiment de m'avoir invité, merci de passer cette soirée à m'écouter. Je vais essayer d'être un peu à la hauteur parce que vous aurez peut-être pu voir une bonne série tranquillement chez vous. Donc voilà. Peut-être je vais raconter un petit peu la genèse de cette histoire avant de répondre directement à votre
question qui est évidemment la question essentielle et celle qui justifie le livre. Donc bon, comme vous l'avez dit, j'ai été journaliste, je fais aussi des documentaires pour la radio, France Culture, j'ai fait aussi des fictions radiophoniques pour France Inter. Et puis je m'intéresse à l'antisémitisme depuis longtemps. C'est un sujet, hélas, indémodable. Alors pourquoi ? J'ai envie de répondre un peu comme Poliakov, à qui on avait posé la question et qui avait dit je voudrais savoir pourquoi on veut me tuer, après tout. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Je pense aussi à Anne Frank dans son journal qui dit mais qui a fait de nous cette exception parmi les nations. Donc j'ai cette envie de comprendre au moment de l'irruption de l'antisémitisme, au moment de la deuxième intifada, c'est-à-dire clairement au moment de octobre 2000, j'ai vraiment eu l'impression de voir une digue s'effondrer. Et bien entendu, quand on est juif, je crois qu'on a une mémoire très ancienne, très ancestrale, de la vulnérabilité de cette digue. Et je me suis dit, il y a des choses qui vont recommencer. Quand on parle mal des juifs, quand on recommence à les cibler, il y aura probablement des meurtres, même si je n'avais pas imaginé les horreurs auxquelles on a eu droit par la suite, le meurtre terrible d'Ilan Halimi, l'assassinat des bambins à Toulouse, la défenestration de Sarah Halimi, le meurtre de cette dame Mireille Knoll en fauteuil roulant. Je ne vais pas faire la liste, je les cite quand même selon une tradition et voilà, ça n'est pas fini, hélas. Donc j'ai vu cette digue s'effondrer, j'ai voulu comprendre pourquoi finalement, alors même que je suis une génération et vous, les plus anciennes encore plus, je dirais, pensaient quand même que c'était terminé, ou du moins qu'on était protégé aussi par la mémoire de la Shoah, qui était une mémoire en partage. Je m'étais dit, comme beaucoup de gens, que tout le fiel était sorti, et que maintenant, ils allaient se calmer. Or, ce à quoi j'ai assisté, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est à la permanence d'un discours. C'est toujours le même discours. Les Juifs dominent le monde, les Juifs forment une espèce de conspiration, ils sont dans une espèce de privilège, ils sont là où ils ne devraient pas être. Il faut les déloger d'une place où ils ne devraient pas être. Et on entend très bien sûr, toujours, les mêmes thèmes qui reviennent. L'élection usurpée, le privilège, la domination, la spoliation. J'ai entrepris donc d'abord de comprendre le judaïsme, dont j'étais quand même finalement assez éloignée, puisque je viens d'une famille très laïque, où on avait un peu oublié beaucoup de choses de la tradition. Et là, j'ai découvert, j'ai fait partie du cercle d'études bibliques pendant longtemps, et puis j'ai ensuite étudié la pensée juive, qui en est quand même un peu issue. Et là, c'est vrai que j'ai découvert un continent, quelque chose de quand même très précieux. Et plus j'apprenais, et plus, cet antisémite que j'avais voulu quitter, je l'ai retrouvé comme à l'envers de toute cette pensée, de tout cet enseignement. Je m'explique. L'antisémite ne vient pas de nulle part. C'est pas chez les bouddhistes, c'est pas chez les Amérindiens, c'est pas qu'il y a de l'antisémitisme. Pour penser que les Juifs ont pris une place qui ne leur revient pas, que pour qu'ils se prennent ce peuple élu, il faut déjà y croire. Donc il faut être à l'intérieur de cette histoire. Évidemment, l'antisémitisme vient de l'antijudaïsme ancestral. Il est ce moment moderne. Alors je sais bien que ma thèse d'emblée a
parfois froisser certains historiens qui sont là dans la précision, etc. Bien sûr qu'il y a des formes différentes, des discours. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment la permanence de ce discours. Je dis l'antisémitisme ressemble à cet ingénieux couturier qui ne cesse de rapiécer, raccommoder le même vêtement. Et il dit toujours que le nouveau vêtement n'a rien à voir avec celui d'avant, mais enfin c'est quand même pas difficile de reconnaître à chaque fois la même trame qui ressemble. Donc oui, il y a des différences, mais ce qui m'a semblé important, et c'est là que la psychanalyse entre en jeu, parce que c'est pas une psychanalyse de l'antisémitisme, c'est vraiment plutôt une manière, à travers la psychanalyse, ce qu'elle nous raconte, des passions humaines, des désirs, des peurs, ça a été une manière pour moi d'aborder une espèce de pluridisciplinarité des choses. Donc oui, il n'y a qu'un seul discours anti-juif, qu'on le veuille ou non, et malgré ce qui a été très très présent ces dernières années, notamment pendant que je faisais ma thèse, puisque ce livre est issu de cette thèse universitaire, malgré donc toutes les histoires sur le nouvel antisémitisme, moi je ne vois pas de nouvel antisémitisme, je vois des nouveaux locuteurs d'une langue en réalité très ancienne. Et cette focalisation sur le nouvel antisémitisme a permis de focaliser justement sur l'adjectif plutôt que le nom, nouveau plutôt qu'antisémite. Nouveau locuteur, donc évidemment ça s'est inscrit souvent dans une vision assez conservatrice une guerre des civilisations, l'Occident chrétien qui serait un petit peu en lutte contre les nouvelles barbaries, embarquant finalement le non-juif dans cette croisade. Mais je crois, je le répète, que cette manière d'éviter de parler réellement de ce qu'est l'antisémitisme, c'est peut-être aussi une manière de s'éviter le vertige de cette période. Parce que l'antisémitisme est là. Il tient le même discours. On est en face d'un phénomène quand même incroyable. On a les protocoles des sages de Sion qui ont été écrits, comme vous le savez probablement, il y a plus d'un siècle, 1905. C'était probablement les services secrets tsaristes qui avaient pondu cette histoire-là. Alors ça intervient peu de temps après le premier congrès sioniste d'ailleurs, et ça se présente comme les minutes secrètes d'une réunion de juifs qui vont dominer le monde. Bon. Alors pourquoi je fais référence j'allais dire au complot juif, oui, enfin au congrès sioniste, parce que il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, un jésuite qui dit, oui, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'était de leur complot sioniste qui n'a rien à voir, disent-ils, avec une volonté d'avoir leur pays, une volonté nationale ou quoi, mais qui n'est que la plateforme pour diriger le monde. Hein. Hitler l'écrit en toutes lettres, puisque ce livre sera son livre de chevet. Le premier congrès sioniste s'ouvre par ces mots étranges de Theodor Herzl, qui lui-même dit « Ce n'est pas une conspiration, ce qu'on est en train de faire, c'est bel et bien la volonté d'avoir un foyer juif. » C'est-à-dire que cette histoire de la conspiration juive, elle est ancienne, elle est omniprésente. Et c'est elle qui est revenue. C'est elle qui n'a jamais quitté un certain imaginaire. Donc, le complot juif, la conspiration juive pour dominer le monde, ce sont les mots qui ont mené à la Shoah. Et c'est toujours les mêmes protocoles des sages de Sion qui sont aujourd'hui, hélas, un best-seller mondial qui, effectivement, a quitté l'Europe. C'est répandu partout, on l'a trouvé, on le trouve chez à peu près tous les suprémacistes qui soient. C'est ça qu'ils ont en commun d'ailleurs, les suprémacistes, c'est que voilà, ils ont une grande menace, un grand danger.
Donc je me suis interrogée sur tout ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette grande menace? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, parce que c'est quand même une histoire de fou, bon, comme le racisme, comme tout le reste, on est dans le délire, mais c'est intéressant le délire quand même, parce qu'il faut savoir écouter les fous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les Juifs ont tous spolié et qui sont en fait une menace autant politique que personnelle. On entend Dieudonné dire que les Juifs sont à l'origine des divorces, enfin, c'est vraiment une obsession comme ça qui revient. Donc, effectivement, je suis retombée dans l'antijudaïsme ancestral, puisque nous sommes quand même dans un monde, dans une civilisation et dans une religion qui a donné une civilisation, le christianisme, qui s'est fondé sur la récusation de sa propre origine. C'est-à-dire que, bon, chaque religion arrive et puis dit « je suis meilleure que celle d'avant, d'ailleurs, c'est moi la vraie révélation », ça, on est d'accord. Mais là, on est en face de quelque chose de particulier, puisque c'est l'origine qui est dénoncée. C'est-à-dire, on prend tout du judaïsme, d'une certaine manière, et on récuse tout. Faisant du juif, au singulier, qui est évidemment un délire, le juif n'existe pas au singulier, pas plus que la femme, pas plus que tout. Faisant du juif le grand autre, comme un espèce d'archétype de l'altérité. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette longévité d'une grande altérité menaçante qui revient sans arrêt, sous des formes à peine masquées. Ce grand autre, donc, j'ai voulu comprendre ce qu'il était pour la psyché humaine, on va dire, d'une certaine manière. Je me suis donc plongée dans le judaïsme, la pensée juive, la psychanalyse, le récit biblique, qui font une place à l'autre. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en réalité, l'autre nous constitue. Et que c'est cette place-là de l'altérité, c'est cet accueil de l'autre qui est la condition de la responsabilité. Il y a cette phrase dans la Torah que vous devez connaître, puisqu'elle revient 36 fois. « Souviens-toi que tu as été étranger en terre d'Égypte. » C'est-à-dire qu'il s'agit de se souvenir à chaque fois de l'altérité de l'autre qu'on a été et de cette altérité qui nous constitue. Et dans le récit biblique, j'en fais une petite exégèse. Je montre comment, à chaque fois, finalement, il y a dans le projet divin cette nécessité de faire accueil à l'autre. Idem pour la psychanalyse, évidemment. On se construit en séparation, un petit peu comme la Genèse. Vous savez, le récit de la Genèse parle d'une espèce de tohu-bohu originel. Il y a une grande masse de confusion, et puis c'est la parole du divin qui va séparer pour distinguer. On reproche aux Juifs d'ailleurs d'être trop distingués, d'être à part. Elle va distinguer, elle va permettre finalement la vie. Alors d'abord, vous savez, le noir, les ténèbres des lumières, et puis voilà, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et puis au fur et à mesure, on aboutit donc à l'humain. Et à chaque fois, finalement, cette histoire va se reproduire d'une certaine manière. C'est-à-dire que le premier couple humain est expulsé d'une espèce de totalité sympathique, là, dans leur jardin d'Éden, pour accéder aussi à la responsabilité. Abraham, on lui demande de quitter son origine pour aller l'Echlecha, pour va vers toi. Le peuple hébreu, bien sûr, quitte la maison d'esclavage, l'Égypte, pour aller vers la responsabilité. Donc je me suis appuyée sur ces pensées. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même, on est pétri de visions du monde qui nous échappent d'ailleurs parfois. Par exemple, je donne un exemple. Quand je dis on a du mal à penser le mal dans notre civilisation, le christianisme a du mal
à penser le mal. Donc il le met à l'extérieur. Là, oui. Regardez les faits divers. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Il y a eu un meurtre, un truc terrible, un enfant qui a disparu, une femme qui est partie faire un jogging qui n'est jamais revenue. Bon. Et on va vous dire, il y a peut-être un rôdeur, là on l'a vu, ah bah, c'est peut-être un rhum, c'est peut-être un machin. Voilà. J'ai toujours envie de leur dire, regardez le grand-père, le père, c'est là que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur des familles, c'est à l'intérieur des couples qu'il y a le plus grand nombre de viols, de crimes, etc. Mais c'est comme si on avait du mal à affronter cette réalité. Voilà. Donc, appuyer sur ces pensées-là qui pensent le mal et qui pensent la responsabilité liée à l'altérité, j'ai ensuite proposé, alors je ne sais pas si j'y vais tout de suite aussi, bon, j'ai ensuite proposé 3 modalités de l'accueil de l'autre ou de son refus. Je propose le non, NOM, comme accueil de l'autre, la dette, c'est-à-dire qu'on est toujours endetté par rapport aux autres, par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents, par rapport à ses amis, et le désir. On est possiblement entamé par le désir de l'autre, dans tous les sens qu'on veut. Pourquoi ces 3 dimensions? C'est arbitraire, hein, vous me suivez ou pas? C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, pourquoi ces 3 dimensions? Parce que je les entends de manière obsessionnelle dans le discours anti-juif. Je les entends dans leur réfutation. C'est-à-dire que j'entends à la fois le grand discours de la domination juive, de la spoliation, un discours extrêmement dangereux, parce que, évidemment, si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a pris votre avenir, l'antisémitisme apparaît comme une légitime défense face à ça. Il s'est toujours posé comme une légitime défense. D'ailleurs, on dit, ah bah les Juifs, ils sont tellement hauts qu'il faut les faire descendre en bas. Donc il y a ce discours permanent sur la domination, la spoliation, le privilège, et puis il y a comme une espèce de triple refus du non, auquel on oppose un anonymat unanime, la communion universelle, c'est les grandes phrases de Saint Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est ce que reprend Badiou mot pour mot. C'est-à-dire que le non-juif vient faire effraction dans une totalité. Vous savez, un peu comme... moi, je pense que c'est le tohu-bohu. Eux, ils pensent que c'est l'harmonie, mais moi, je pense que c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire qu'il y aurait une harmonie menacée par ce nom-là, ce nom coupable. Mais à travers ce nom, je pense qu'il s'agit en réalité du nom singulier de tout humain. Parce que tout humain a un nom. Et que chaque entreprise totalitaire, d'oppression, s'en est pris au nom propre de l'humain. On pense évidemment aux sociétés totalitaires, on pense aux peuples africains qui ont été mis en esclavage, qu'on a débaptisés, rebaptisés avec des sobriquets, on pense aux peuples colonisés qui ont vécu aussi cette spoliation du nom. On pense aux femmes, d'une certaine manière, pour qui le nom propre apparaît jamais comme totalement légitime, au point que même quand elles sont parfois des chefs de service ou quoi, on les appelle toujours Marie Chantal. Enfin, bon, il y a ce nom-là qu'il s'agit de reconnaître en tant que tel, parce que chaque être humain porte un nom. La dette, alors là, je pense que c'est probablement la chose la plus importante, fondamentale en tout cas dans le discours anti-juif. Face à la dette, il y a la volonté de s'affranchir de la dette. C'est-à-dire qu'on fait porter à l'autre le poids de sa propre culpabilité. Vous voyez ? Et pour les Juifs, il y a 2 dettes. Et je dirais 2 dettes massives. Il y a le divin, il y a la loi,
Il y a donc, voilà, ils viennent de là. Donc, l'antijudaïsme de l'Église, d'une certaine manière, a été une espèce de dénonciation de la dette. Il y a Marcel Mauss, le grand anthropologue, qui disait qu'en fait, toute société, ce qu'il avait pu lui observer, c'est que toute société fonctionne sur le don. Il a écrit un très beau livre sur le don, en disant qu'en fait, c'est un peu en 3 mouvements. Il y a on donne, il faut savoir recevoir, il faut savoir rendre. Est-ce que ce don de la loi, ce don du divin, a été un trop gros cadeau pour être jamais remboursé? Est-ce que l'Église a finalement décidé de dénoncer cette dette plutôt que... Alors, quand je dis l'Église, il faut quand même dire les choses. Actuellement, je pense que l'Église en tant que telle a fait un vrai chemin aujourd'hui de repentance, de rédemption, en tout cas de responsabilité par rapport à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. On a eu des gestes très forts, des papes qui sont allés, même à Jérusalem, dans la synagogue de Rome, etc., et qui ont reconnu, d'une certaine manière, le pape François disait, oui, Jésus était juif et nous avons à voir avec ce peuple qui est... voilà. Donc, il y a ce chemin qui est fait. Le pire, ce sont les gens qui sont imprégnés de cet imaginaire et qui ne le savent même pas. C'est le grand problème. Alors la deuxième dette, c'est quoi? Vous le savez, c'est terrible, mais c'est comme ça. La deuxième dette, c'est la Shoah. La deuxième dette, c'est la Shoah. C'est dans le film La belle trilogie d'Axel Corti, Welcome in Vienna. Il y a ce juif allemand qui est sur le bateau, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui dit à son ami, ils sont en route vers l'Amérique, ou finalement ils seront refoulés, bref, et il dit, ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. C'est assez effrayant. C'est en même temps quelque chose qu'on observe dans d'autres situations humaines, quand on voit les histoires sordides d'inceste, etc. C'est la faute du gamin. C'est lui qui a séduit. C'est la femme qui nous oblige. Regarde ce que tu m'obliges à faire, dit le mari violent. Mais oui. Donc il y a toujours quand même... C'est pas une invention pour les juifs, c'est juste que ça, c'est tellement lourd qu'on préfère le dénoncer. Donc on a eu, dans l'histoire récente, en tout cas depuis la Shoah, des gens qui, immédiatement, se sont mis à dire les négationnistes, l'antisionisme, qui à l'origine était d'ailleurs négationniste, c'est Bardèche. Après, ça a migré à gauche, notamment par la propagande stalinienne. Peut-être qu'on y reviendra. Mais ce sont des gens qui ont très rapidement dit... les négationnistes, au début, disaient il n'y a pas eu de chambre à gaz, tout ça, c'est des bêtises. Les vraies victimes, ce sont les Allemands. Et les vrais bourreaux, ce sont les Juifs. Bon. Après la guerre, il n'y avait pas de chance que ce discours soit très populaire, on va dire, et donc il est resté coincé dans les marges de l'extrême droite fasciste. Mais quand on a changé les termes, et qu'on n'a pas dit les Allemands mais les Palestiniens, là tout à coup, ce discours a pris. Et ce discours a pris, pourquoi? Parce que en nazifiant Israël, et vous voyez bien à quoi je fais référence, puisque la référence au nazisme, à Auschwitz, etc., sont permanentes, hélas, dans ce discours. Moi, j'ai toujours envie de dire quand même, bon, avec ce que vivent les Palestiniens depuis longtemps, ça devrait suffire, comme on dit à Pâques, daillez-nous. Non, il faut qu'il y ait cette référence à Auschwitz. Elle sert à quoi, cette référence? Elle ne parle plus d'Israël, elle ne parle encore moins d'un gouvernement, elle parle des Juifs, de leur histoire. Et il s'agit de dire, voyez, si vous faites ce qu'on vous a fait, finalement, voilà, l'ardoise est effacée. Et pour l'Europe, je prétends que se ranger complètement du côté palestinien, comme du côté israélien d'ailleurs, c'est une manière d'effacer la dette, la double dette
qu'à l'Europe. Quand on parle d'Israël colonial, Israël, apartheid, etc., c'est une manière de gommer et la mémoire et la dette coloniale, si je puis dire, et la dette de la Shoah. Ce qui n'a rien à voir, on est bien d'accord, avec la juste et à mon avis nécessaire dénonciation de ce gouvernement en Israël. Voilà pour la dette. Je pourrais encore et encore en parler. Je parle de la bande à Madère, je parle de plein de choses. Oui, parce que mon livre, alors merci de ce que vous m'avez dit au début, il y a quelqu'un qui a écrit, il est érudit, etc., mais il est écrit comme un polar. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais vous me direz. La question du désir, j'en parle aussi, alors là c'est peut-être un peu plus... mais en fait la haine, c'est toujours la haine du désir. C'est toujours une haine de soi projetée sur l'autre. Et ça, on le voit partout, quelles que soient les oppressions. Mais pourquoi mes trois histoires, elles marchent? Parce qu'elles marchent pour les autres. Voilà. C'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de vrai, là, dans ce que tu racontes. C'est parce que finalement, il s'agit du nom, de la dette, du désir, ça marche aussi pour les autres. La haine envers les femmes, je dis, qu'est-ce qu'un viol si ce n'est une dénonciation de la dette? Après tout, tous les humains haïssent la femme. Qu'est-ce que c'est que ce... Bon. Quel que soit le discours, en fait, il y a... Regardez les talibans, c'est quand même des fous furieux, quoi. Ils arrivent au pouvoir et leur grande histoire, c'est d'empêcher les petites filles d'aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Il y a bel et bien quelque chose de soi-même qu'il faut absolument mettre à l'extérieur. Il faut se méfier d'un désir qui viendrait vous enfermer, qui viendrait en fait vous fragiliser. Et cette histoire, on ne la retrouve pas. Alors, même, parce que souvent on dit le racisme, c'est une manière de mépriser les gens et les juifs. Mais même dans le racisme, écoutez bien, le racisme anti-noir, par exemple, il y a beaucoup de jalousie. Ils sont jaloux. Les petits blancs suprémacistes, etc., les Ku Klux etc., ceux qui lynchaient les noirs, parce qu'il y avait toujours une histoire de viol de blanches, etc. Ils sont jaloux, ils ont des fantasmes sur la puissance des Africains, sur la puissance sexuelle, physique, musicale, tout ce qu'on peut. Bref, voilà. Je prétends, après toute cette histoire, que ce refus de l'autre est un refus de l'altérité en soi et un refus de la responsabilité. Et que cette responsabilité est la condition de l'émancipation, qu'elle soit personnelle ou politique. J'ai déjà beaucoup parlé. Voilà, vous avez beaucoup de choses à Bon, effectivement, voilà, on va reprendre à chaque fois certains points. Il y a tellement de points que vous abordez, bon, notamment cette